Merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire qui vise à vous aider ou aider les collectivités à réaliser des zones d'accélération d'énergie renouvelable pour de la géothermie de surface. Donc, on est ensemble pour 1 heure et demie. Sans plus attendre, je vais vous présenter le déroulé de la présentation de ce matin. Tout d'abord, on va avoir un rappel du cadre législatif sur la géothermie et sur les zones d'accélération des énergies renouvelables par la DREAL d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, je vous présenterai la méthodologie qu'on a construite pour définir les zones d'accélération géothermie de surface. Euh, il y aura un petit point de l'ADEME sur ENR Choix. euh, qui peut rentrer donc dans cette démarche méthodologique. Et enfin, mon collègue Léo Gallon va vous faire une démonstration de la mise en œuvre de cette méthodologie. Et puis, on aura évidemment un temps d'échange après tout ça. Et bien, du coup, je vais laisser la main euh, à Denise Quanta, donc de l'Adréal, pour la partie du cadre réglementaire. Bonjour à tous, Denise Kanta. Je suis chargée de mission en charge de la géothermie et des stockages sous-trains au sein de la DREAL, au siège à Lyon. On a la compétence police des mines pour la géothermie sur toute la région. Donc, je vais vous faire une présentation du cadre réglementaire. Pour cette partie cadre réglementaire, je vais vous faire un bref rappel du principe et des usages de la géothermie, du cadre réglementaire, en parlant notamment des différents régimes et en vous redonnant quelques actualités réglementaires. Je fais un bref point sur les enjeux aussi de la géothermie et puis un dernier point sur les dernières estimations qu'on a de puissance installée dans la région. La géothermie va concerner l'ensemble des techniques d'exploitation de l'énergie présente dans le sous-sol. Dans la littérature, on pourra trouver deux terminologies, géothermie de surface ou géothermie profonde. La géothermie de surface va concerner les installations qui permettent d'exploiter une température dans le sous-sol qui est inférieure à 30 degrés et un réservoir qui est inférieur, qui se trouve aussi à moins de 200 mètres de profondeur. Donc, pour ce type d'énergie, on va pouvoir produire du chaud ou du froid dans des bâtiments à l'aide notamment d'une pompe à chaleur. euh, voilà. Le deuxième type de géothermie qu'on peut trouver dans la littérature, c'est la géothermie profonde qui va concerner là des réservoirs qui sont à plus de 200 mètres de profondeur et des températures au-delà de 30 degrés. Et dans ce cas-là, on va pouvoir alimenter des réseaux de chaleur, on va pouvoir produire de l'électricité ou de la chaleur par cogénération aussi. Différents types de géothermie dans différents contextes géologiques. La géothermie est une énergie locale, hein. On va chercher l'énergie dans le sous-sol. Elle est plutôt durable, elle est discrète. Un peu moins quand on a une centrale géothermique, notamment pour la production d'électricité. Elle est plutôt renouvelable aussi. C'est renouvelable entre guillemets parce que dans certains cas, on peut avoir, en fonction des usages, des petites problématiques de renouvellement, hein, du chaud ou du froid. Et puis, elle est plutôt permanente également. Dans la réglementation française, la géothermie est définie, enfin les gîtes géothermiques surtout sont définis comme des réservoirs avec lesquels on peut échanger du chaud ou du froid sous forme, un échange d'énergie sous forme thermique. On trouve cette définition dans le code minier.
qui lui-même précise que certaines installations ne relèvent pas du code minier. Donc, ce sont des puits canadiens, des géostructures thermiques ou des échangeurs qui remplissent certaines conditions, notamment de profondeur, de débit, de température. Donc, je vais vous redire par la suite ce que c'est que les puits canadiens et les géostructures thermiques qui ne font pas partie du code, du cadre légal des mines et donc que nous, on ne voit pas et qu'on n'encadre pas dans le cadre de nos missions police des mines. Donc, assez rapidement, les puits canadiens, on va se présenter de cette façon-là. On va avoir un puits d'une profondeur dans le sol de 1 à 2 mètres qui va permettre de capter l'air qui va passer dans un conduit dans lequel on va pouvoir avoir l'échange thermique entre l'air et et le sol. Ensuite, cette terre-là est emmenée dans la maison ou dans le bâtiment où on va avoir des échangeurs pour pouvoir produire du chaud ou du frais en fonction des saisons et des besoins. Donc, ce type d'installation-là, nous, on ne les voit pas et c'est pas réglementé, en tout cas, au titre du code minier. Les géostructures thermiques, donc, on va avoir un principe d'installation de sondes qui sont placées dans les pieux, par exemple des pieux de bâtiments où on va venir les équiper en installant donc ces sondes qui vont permettre de faire un échange entre le sous-sol et un fluide caloporteur qui est mis dans ces espèces de tuyaux de sonde là. Et on va pouvoir aussi là aussi produire du chaud ou du froid. Donc, de la même façon, cette installation n'est pas suivie au titre du code minier. Donc, deux techniques possibles pour ce que nous, on voit en termes d'installation. On va pouvoir avoir des sondes verticales ou des sondes inclinées. Donc, c'est l'image de gauche. Donc, des sondes présentes dans le sous-sol où on va, pareil, avoir un fluide qui va circuler dans des tubes pour échanger les calories avec le sous-sol. Et tout ça a remonté au niveau d'une pompe à chaleur où on va avoir l'échange thermique et ensuite diffuser du chaud ou du frais dans la maison. Donc, on parle d'échangeurs fermés pour cette partie-là et on peut aussi avoir des doublés sur nappe. Donc, c'est des échangeurs ouverts. Donc là, c'est des forages où on va avoir un puits producteur et un puits qui permet de rejeter l'eau pompée dans la nappe. Donc, même système, un échangeur au niveau de la pompe à chaleur pour produire du chaud ou du froid dans les bâtiments. Donc, deux régimes possibles d'un point de vue réglementaire. On va parler de géothermie de minime importance pour le régime de la déclaration. Donc, ça va concerner uniquement le volet exploitation. Donc, on connaît les caractéristiques du sous-sol et on fait les installations si elles remplissent certaines conditions. On fait uniquement une télédéclaration. Et puis, le régime de l'autorisation avec des critères définis donc, dont je vais parler par la suite. Donc, pour ce qui concerne la géothermie de minime importance, donc la GMI, qui est le régime de la déclaration, on considère que les incidences ne sont pas significatives sur l'environnement et pour cela, il faut respecter différents critères de puissance, de profondeur, de température, de débit. Et il faut, quand on est sur des forages, donc des échangeurs ouverts, pomper et rejeter complètement tout le volume qu'on récupère dans la nappe. Pour faire de la GMI, il faut également se positionner sur une cartographie réglementaire qui a été élaborée par le BRGM et qui définit trois zones en fonction de divers risques qui ont été pris en compte pour l'élaboration de cette carte. Donc, quand on est sur une zone rouge, par exemple, la GMI est interdite, mais la géothermie est possible. Dans ce cas-là, il faut déposer un dossier d'autorisation auprès de l'autorité compétente qui est le préfet. En zone orange, on peut faire aussi de la GMI. Et dans ce cas-là, il faut avoir une attestation de compatibilité d'un expert hydrogéologue qui est agréé et qui va avoir des commentaires en fonction des différents risques qui ont coloré la zone en orange. Et puis en zone verte, on n'a pas grand-chose à faire. On fait uniquement la télédéclaration. On respecte, donc, comme je disais en préambule, tous les critères
tous les critères de puissance, de profondeur et autres. Et ensuite, on fait la télédéclaration préalablement aux travaux. On va avoir un récépissé qui va permettre donc de pouvoir engager les travaux. Et donc, pour encadrer tout ça, on a un arrêté ministériel de prescription générale qui va définir différents critères, que ce soit pour la phase de travaux ou que ce soit pour la phase d'exploitation que l'exploitant devra respecter. Pour la géothermie à autorisation, quand on est à autorisation, on peut rechercher ou exploiter un gîte géothermique, ce qui n'était pas le cas pour la JMI. Donc, pour ce faire, on a besoin d'avoir deux actes administratifs, un titre minier qui est valable sur une durée donnée d'année, qui confère en fait l'exclusivité de recherche ou d'exploitation du gîte géothermique sur le périmètre qui a été défini. Donc, pour avoir cet acte-là, ce titre minier, on a une étape en termes de procédure qui est une étape de mise en concurrence où il est possible d'avoir différents exploitants ou différents permissionnaires qui vont se positionner sur cette zone-là et puis présenter un dossier euh, qui sera choisi sur la base de la meilleure façon d'exploiter ou de rechercher le gîte géothermique en question. Donc, c'est une phase qui dure un mois et qui est importante à signaler quand on veut avoir un titre minier. Et puis, le deuxième acte administratif qui est nécessaire, c'est l'autorisation environnementale pour les travaux miniers, parce que le titre minier va conférer l'exclusivité de rechercher ou d'exploiter le gîte géothermique, mais c'est uniquement l'autorisation environnementale pour les travaux miniers qui va permettre, par exemple, de faire des travaux de forage pour aller justement exploiter ce gîte géothermique. Donc, différents titres miniers qui existent. En exploration, on va avoir une autorisation de recherche qui est faite donc au niveau local hein, avec une décision préfectorale qui est valable 3 ans maximum, qui n'est pas renouvelable, et une décision ministérielle pour un permis exclusif de recherche avec une décision ministérielle de 15 ans maximum. Donc, il n'y a pas de critères définis dans la réglementation pour faire un choix sur l'un ou l'autre. C'est au choix du permissionnaire, sachant que bah, la décision préfectorale de 3 ans n'est pas renouvelable et que sur un PER, on a un peu plus de temps pour mener les recherches. Sur la phase d'exploitation, là aussi, deux types de titres miniers possibles. Le permis d'exploitation, qui est une décision préfectorale avec une durée de 30 ans maximum qui est renouvelable. Et puis une décision qui est faite au niveau du Conseil d'État avec une concession qui peut aller jusqu'à 50 ans. Donc, différents services instructeurs pour différents titres miniers. Et sur la partie exploitation, bah, c'est le critère de puissance échangée avec le sous-sol qui va permettre de déterminer si on est en permis d'exploitation ou si on est en concession. Ça va concerner uniquement les titres miniers. Quand on fait une demande d'autorisation environnementale pour les travaux, comme c'est local, la décision, elle est préfectorale. En termes d'actualité réglementaire, donc depuis le 1er juillet 2023, les travaux miniers sont soumis à autorisation environnementale, ce qui n'était pas le cas avant. On avait une procédure distincte de cette autorisation environnementale. Si je prends par exemple un site industriel qui est classé au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ICPE, et qui faisait de la géothermie, on avait deux procédures séparées. Une procédure pour la réglementation ICPE et puis une procédure pour la géothermie. Aujourd'hui, si c'est le cas sur cette même installation-là, bah, il faut faire uniquement une procédure qui est l'autorisation environnementale qui va englober l'ensemble de ces différents sujets-là et on va avoir uniquement un acte administratif final qui va autoriser ou refuser ces différents sujets. Donc, dépôt des dossiers en ligne pour la partie travaux miniers uniquement. Sur le titre minier, on n'aura pas ça. Il y a une autre procédure qui est faite, mais qui est faite directement au niveau de la préfecture. Donc, on a un guichet unique numérique qui est la téléprocédure qui permet de déposer le dossier. Et puis, voilà, c'est sur ce site-là que nous, on travaille. Depuis le début de cette année également, on saisit les inspections en ligne, ce qui n'était pas le cas. Donc, les rapports d'inspection sont publiés sur GeoRisque, ce qui est un site accessible à tous et qui permet donc d'avoir beaucoup plus de transparence sur ce qu'on faisait, ce que ce n'était pas le cas avant. Depuis la loi
climat résilience d'août 2021, les travaux miniers sont également soumis à garantie financière. En fait, il y a eu la loi et puis il y a eu un décret qui est très récent, qui date de 2023. Et donc, avec un arrêté ministériel qui permet de fixer les modalités de constitution de ces garanties financières. Donc, il n'y avait pas ça, on n'avait pas ces garanties financières pour les dossiers qui ont été déposés récemment, mais aujourd'hui, avec l'arrêté ministériel, ben, on va faire un rappel aux dossiers qui ont été déposés à partir de 2021, en tout cas pour mettre en place ces garanties financières dont le but est de permettre au préfet d'avoir un montant constitué pour faire des travaux de fin de vie ou de cessation d'activité, notamment si l'exploitant est défaillant. Et puis, on a la loi APER, qui est relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui définit ces zones d'accélération qui sont l'objet de notre échange aujourd'hui. Donc, je laisserai mon collègue qui vous en dira beaucoup plus après moi. Juste un point, c'est que en dehors de ces zones d'accélération, la loi dit qu'il faut mettre en place des comités de projet avant de déposer un dossier d'autorisation. Donc, ça va concerner uniquement les dossiers d'autorisation. La GMI ne sera pas concernée. En revanche, quand on a un dossier de géothermie à autorisation, si on est en dehors une zone d'accélération, il faudra mettre en place un comité de projet. C'est tout à la main du pétitionnaire hein, avant de déposer la demande d'autorisation environnementale. Et puis, il y a un décret aussi qui est paru récemment qui vient modifier les qualifications qui sont requises pour les foreurs de géothermie de minime importance. Avant, on parlait de qualification, maintenant, c'est une certification. La différence, c'est qu'on se met un peu au niveau européen parce qu'on va faire référence à des normes européennes et on a notre comité français d'accréditation qui est notamment le COFRAC qui va pouvoir désigner des entreprises qui seront à même de certifier des entreprises pour réaliser ces forages géothermiques. Alors qu'avant, on avait uniquement Qualit ENR qui était l'organisme qui faisait les qualifications des foreurs. Donc, changement parce que on se rattache au niveau européen. Donc, en termes d'enjeux, on a donc un enjeu sur la préservation de la ressource avec les aspects quantitatifs et qualitatifs. On va avoir aussi un enjeu sur la préservation des installations existantes. Donc, l'objectif étant d'éviter des interférences entre différents ouvrages, s'ils sont proches les uns des autres. Des enjeux de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment avec l'utilisation du fluide frigorigène, le respect des autres réglementations en vigueur. Quand on parle de la GMI, alors j'ai parlé de l'arrêté ministériel du 25 juin 2015, mais il y a aussi d'autres plans et programmes qui peuvent encadrer la géothermie et donc il faut faire attention quand on fait de la GMI. C'est pas le cas quand on fait de l'autorisation parce que nous, on regarde tous les sujets, mais la GMI, comme c'est la télédéclaration, il appartient au pétitionnaire de vérifier l'ensemble des, de la réglementation en vigueur et applicable sur son secteur. Donc, on a d'autres enjeux aussi, notamment liés à la régularisation des installations non déclarées ou autorisées. On a des enjeux de réchauffement de la nappe sur le secteur lyonnais, notamment pour ceux qui connaissent. On a des enjeux sur la sismicité induite. Pour faire un parallèle à ce qui s'est passé en Alsace, bah, ça crée de la peur au niveau des riverains parce qu'on se dit quand on va faire de la géothermie profonde, bon, on peut avoir de la sismicité et quand on va avoir des dégâts en surface, notamment pour les habitations. Donc ça va surtout concerner la géothermie profonde et pas la géothermie de surface. Et même chose pour la possibilité d'exploiter aujourd'hui des substances connexes, notamment le lithium pour la géothermie profonde. Et puis avec tous ces enjeux-là, bon, on est amené à développer la géothermie, elle a un potentiel est assez important et que le gouvernement, en tout cas jusqu'à récemment, poussait pour le développement de la géothermie, notamment pour atteindre nos objectifs de transition énergétique en France et au niveau européen.
Donc, quelques chiffres. Pour notre région, on compte environ 1800 installations. Donc, c'est principalement de la géothermie à déclaration, 98%. Une estimation de la puissance installée en juin dernier nous montre qu'on est à 150 mégawatts en puissance installée. Et c'est principalement des installations sur nappe. Et on note aussi avec cette cartographie que environ trois quarts des installations se trouvent dans le Rhône et dans l'Isère. Merci. Merci. Du coup, Denise, on enchaîne avec la présentation Jimmy Lebec qui est à l'Adréal. Je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Je propose d'utiliser le chat pour poser vos questions afin qu'on puisse faire ça de façon fluide et au fil de l'eau. Euh, Normalement, je vais donner le contrôle à Jimmy Lebec. Si tu veux bien essayer de passer les diapos. Alors, bonjour à tous, je vais faire juste un petit test, effectivement. Ok, ben, je vais vous faire une petite présentation de la notion de zone d'accélération pour la production d'énergie renouvelable. Denise l'a évoqué. Je vais rentrer sur le cadrage réglementaire de ces zonages, sur l'intérêt qu'il peut y avoir pour une collectivité à définir ces zonages, et puis sur quelques petits points plus techniques en présentant quelques outils qui sont mis à disposition pour élaborer les zones. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est l'objet d'une présentation ensuite. Et puis, je vais vous faire un petit bilan, un état des lieux du dépôt des zones d'accélération sur la région. Et pour le petit problème. Voilà, donc juste pour rappel, c'est un dispositif qui a été introduit par la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, la loi APER, qui a été publiée en mars 2023, dont l'objet, là, pour ce qui concerne les zones d'accélération, est d'instaurer une planification locale pour le développement des énergies renouvelables. Alors, ça ne concerne pas que la géothermie, mais quasiment toutes les filières d'énergie renouvelable majoritaires, donc le PV, le photovoltaïque, pardon, l'éolien, etc. Et la géothermie fait bien partie d'une des énergies renouvelables visées par cette loi d'accélération. Et l'objectif est de donner la main aux collectivités pour engager de la planification pour le développement de ces énergies renouvelables. L'idée également, c'est que ce soit un exercice qui est national et avec un pilotage également régional pour faire en sorte d'atteindre les objectifs de développement d'énergie renouvelable qui peuvent être fixés au niveau de chaque région et qui découlent donc d'une programmation nationale, la PPE. Et c'est donc en Auvergne environ 4030, 4027 communes qui ont été sollicitées pour participer à l'exercice, puisque l'exercice est bien réalisé par les communes, avec depuis quelques mois une possibilité de déléguer ses droits aux EPCI. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, bon, tous les textes sont en ligne, bien sûr. Et puis, avec la loi APER est paru aussi un échéancier pour tout ce qui concerne notamment les décrets d'application qui sont nombreux et prévus par cette loi. Voilà. Normalement, c'est à jour sur le site Légifrance. Alors, juste un petit rappel, pourquoi cette loi d'accélération des énergies renouvelables? Ben, parce que la France, notamment, particulièrement, je vais dire, est en retard sur les objectifs qui ont été fixés au niveau européen. Et puis parce qu'on se rend compte, en particulier récemment avec l'hiver qui a été un peu plus froid que prévu, qu'il y a des problèmes de sécurisation, d'approvisionnement en énergie. Bon, là, ça visait l'électricité, mais disons que c'est un problème plus général sur l'approvisionnement en énergie. Et d'autant plus que les usages qu'on a actuellement dans la société sont amenés à être électrifiés pour réduire la consommation d'énergie fossile, carbonée en tout cas. Donc avec une hausse des consommations électriques prévues, malgré des efforts également sur la sobriété et l'efficacité dans les secteurs industriels ou tous les secteurs d'ailleurs. Un autre constat qui a amené la loi APER, je ne reviendrai pas spécialement dessus, mais c'était que la France a un système d'autorisation ou d'administration assez lourd, ce qui engendre des temps d'autorisation environ 2 fois plus longs en France d'instruction pour un dossier qu'au niveau européen en moyenne.
Et donc, voilà, toute cette loi s'articule autour de 4 axes et je vais principalement rester sur le premier qui est la planification à l'échelle locale. Alors, juste pour revenir sur les intérêts que peuvent avoir des zones d'accélération dans une collectivité, c'est déjà un très bon outil qui permet aux élus de sensibiliser à la thématique des énergies renouvelables. Puisque là, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la cible, c'est vraiment toutes les communes, toutes les communes françaises. Ça permet également d'engager une concertation avec la population, puisque c'est une étape indispensable, obligatoire, pour l'élaboration des zones d'accélération. Le format de cette concertation est libre, donc ça peut être piloté par un EPCI, ça peut être piloté par la commune, format dématérialisé, en réunion publique, etc. C'est aussi une manière de signaler une volonté de développement sur un territoire. Donc c'est un signal politique qui peut être voilà, destination soit de la population qui est parfois réticente sur certaines ENR, soit des développeurs. Point suivant, qui est justement, ça permet d'orienter les développeurs qui ont tendance à solliciter de plus en plus les collectivités vers des sites qui ont été au préalablement choisis par la collectivité. Ça concerne peut-être moins la géothermie, mais en tout cas sur certaines filières de NR, c'est un problème enfin un problème. Disons qu'il y a des sursollicitations manifestes des collectivités par certains développeurs. Comme l'a mentionné Denise, effectivement, le fait de vouloir développer un projet dans une zone d'accélération permet de ne pas mettre en place un comité de projet. Bon, voilà, qui est un organe, disons, qui permet aussi de consulter la population sur un projet, mais vu que cette consultation a été faite au préalable, ce n'est pas obligatoire. C'est tout à fait possible, mais pas obligatoire. Et pour certaines filières, là je pense au photovoltaïque notamment, c'est pas le cas pour la géothermie, mais le dispositif euh, évoluera peut-être dans les prochaines années. Voilà, le fait de développer un projet dans une zone d'accélération permet d'avoir des avantages sur la réponse à des appels d'offres pour l'achat, par exemple, d'électricité là, sur le photovoltaïque. Voilà, une zone d'accélération, en revanche, c'est pas une zone dans laquelle les projets vont être autorisés systématiquement ou même plus facilement. L'instruction est tout à fait la même sur le projet. Ça doit répondre aux mêmes exigences d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue santé publique, etc. Par contre, une évolution prochaine qui pourrait modifier légèrement la donne et qui est très liée aux zones d'accélération, c'est un dispositif européen, une directive qui s'appelle RED 3, qui impose aux États membres européens de mettre en place deux types de zones d'accélération. Les zones d'accélération telles qu'elles sont mises en place actuellement en France, donc qui sont des zones voilà, qui ne sont pas dérisquées où l'instruction des projets est la même, mais où une concertation locale a pu avoir lieu. Donc ça, la France, pour l'instant, est dans les clous. Et un sous-ensemble, vraisemblablement, de ces zones sur lesquelles il y a une phase de dérisquage qui serait opérée par l'État, c'est-à-dire une préanalyse des enjeux qui seraient présents, pour sélectionner les sites avec le moins d'enjeux de conflits d'usage, par exemple, ou de risques, etc. Et donc voilà, second paquet de zones d'accélération européenne qui pour l'instant n'est pas du tout mis en œuvre, ça sera pour l'année prochaine vraisemblablement, en tout cas le début des travaux. Voilà, ça c'est un groupe de zones d'accélération qui feront l'objet d'une évaluation environnementale et qui permettront une instruction simplifiée, donc plus rapide, de ces zones d'accélération. Je passe ensuite, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Alors, si la diapo veut bien passer. Voilà, donc nous, en tant que DREAL, on essaye de fournir des documents d'accompagnement pour présenter le dispositif, quelques guides méthodologiques, un peu à l'instar de ce qui vous sera présenté plus tard sur la géothermie. Voilà, sachez que vous retrouverez sur le site internet de DREAL également ce guide qui vous sera présenté par la suite, et un ensemble de ressources qui peuvent être utiles dans l'élaboration des zones d'accélération. Pour aller rapidement sur l'élaboration des zones d'accélération, juste le parcours d'élaboration. Voilà, comme je disais, c'est la commune qui élabore sa zone d'accélération, possiblement le PCI maintenant avec des délégations. Toutes ces zones sont remontées au niveau régional, théoriquement, à un comité régional de l'énergie qui doit statuer sur le fait que ces zones d'accélération sont suffisantes pour atteindre ou non les objectifs définis par le schéma régional d'aménagement
de développement et d'égalité des territoires, développement durable et d'égalité des territoires, donc le SRADET. Bon, le contexte particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'il n'y a pas de comité régional de l'énergie et que du coup, on a adapté un peu la procédure qui globalement retombe à peu près sur les mêmes timings que le cadre général. Et je vais revenir dessus juste après. En gros, la période d'élaboration des zones d'accélération débutait fin 2023 et était prévu dans le calendrier officiel que ça aille plutôt vite pour des publications de zones d'accélération début 2024. Ce calendrier a été détendu au niveau national, en particulier parce que le portail là dont vous avez une image justement à l'écran qui permet le dépôt des zones n'était pas fonctionnel, n'était pas tout à fait opérationnel au début. Des fonctionnalités ont été rajoutées petit à petit et il fonctionne désormais bien. Donc, excusez-moi. Donc, l'élaboration s'est poursuivie cette année et ça se passe en fait en deux phases. Ça rappelle la diapo précédente où le comité régional de l'énergie doit statuer sur la suffisance ou non. S'il n'y a pas suffisance des zones, on engage une deuxième phase d'élaboration. Donc, c'est le cas actuellement. On a eu une première phase d'élaboration des zones d'accélération en Auvergne qui s'est terminée le 2 mai 2024. Toutes ces zones ont été remontées au niveau départemental puis régional. On en a fait une analyse pour voir le potentiel de développement énergétique, qui a conduit à conclure qu'on n'avait pas suffisamment de zones d'accélération pour atteindre les objectifs régionaux. Et donc, on est actuellement dans la deuxième phase d'élaboration de ces zones d'accélération qui prendra fin, il me semble, c'est fin octobre. Voilà, donc que ce soit à la fin de la première phase d'élaboration ou de la seconde dans laquelle on est, nous on a fait un traitement de ces zones pour éliminer les erreurs éventuelles, voilà, redessiner les zones pour qu'elles soient circonscrites dans le périmètre de la commune, etc. Et ensuite, ces zones sont donc transmises au préfet de département qui consulte les communes pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur un délai de 3 mois. Et à l'issue de cette consultation des communes qui ont contribué, les zones d'accélération sont publiées par arrêté préfectoral et rendues disponibles sur une plateforme publique. À partir de là, ces zones d'accélération ont une existence officielle. Voilà, avec cette plateforme qui permet de déposer les zones d'accélération, vous avez tout un tas de tutoriels qui ont été mis en place par l'IGN qui gère cette plateforme et le CEREMA qui les accompagne. Donc, c'est notamment les deux bandeaux à gauche écrits en bleu. Voilà, les ressources réelles aussi, je rajoute le lien. Et puis, un forum d'échange qui est assez complet et assez dynamique. Donc, voilà, vous avez la référence ici. N'hésitez pas à y faire un tour et questionner éventuellement les autres participants. Il y a beaucoup de réponses à trouver. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, un petit état d'avancement, là, très simple, pour la géothermie. Alors, je vois que la légende a bougé, mais en gros, la courbe que vous voyez représente le nombre de zones qui sont présentes sur le portail national dont je viens de parler, en fonction du temps. Donc, on est parti, vous voyez, début 2024 avec quasiment rien sur le portail parce qu'il était pas fonctionnel ou ne fonctionnait pas bien. Et on est aujourd'hui à plus de 6000 zones qui ont été déposées sur le portail. On repère d'ailleurs aux alentours de mai un plateau, ça correspond à la première phase d'arrêt que je vous ai mentionnée. On avait indiqué, nous, aux collectivités, que jusqu'au 2 mai, il était temps de déposer les zones et ensuite il y aurait une seconde phase. Il y a une petite pause aussi en été et puis ça repart, actuellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a environ 260 zones 260 communes impliquées qui ont déposé des zones. Voilà, sachant que ces chiffres-là, le 260 zones par exemple, 233 pardon, 223 pardon, là, je vous l'ai remis ici. C'est les chiffres issus uniquement du portail cartographique des ENR, sachant que les communes avaient la possibilité et ont la possibilité aussi d'adresser directement auprès de la DDT du département leur zone d'accélération. La solution portail est privilégiée pour que ce soit harmonisé, mais voilà, en cas d'impossibilité de déposer sur le portail, c'est aussi passé en direct par les DDT. Donc moi, les chiffres dont je dispose et qui sont consolidés, bah, c'est ceux qui sont au 2 mai, où là, on a pu agréger effectivement tout ce qui a été versé sur le portail et ce qui a été versé auprès des DDT. Et voilà, là, je vous fais un petit focus sur ce qui est sur le portail et il y a environ un tiers, imaginez environ un tiers de surface ou de nombre de zones ou de nombre de communes impliquées si on considère les communes qui sont passées en direct par les DDT.
Voilà, donc 223 communes là sur le portail actuellement. Sur les 4000 et quelques de la région, ça reste un pourcentage assez faible. À l'échelle globale, toute zone d'accélération, toute filière confondue, il y a environ actuellement 25-30% des communes de la région qui ont contribué, possiblement sur une seule filière ou plusieurs filières. Et là, je vais terminer avec un petit focus donc, sur l'analyse qu'on a pu faire des données extraites au 2 mai donc, du portail et de ce qui a été transmis par les DDT pour évaluer le potentiel de développement énergétique sur ces zones. Donc, alors je vais peut-être revenir rapidement sur la méthode. Voilà, ce potentiel énergétique, il a été défini par une méthode proposée par le CEREMA qui s'est intéressé aux besoins d'énergie thermique dans des secteurs bâtis. Et donc, il y a des cartes qui ont été proposées, notamment sur la plateforme En Réseau, que vous trouverez en ligne, qui vous propose à l'échelle de toutes les collectivités des zonages ou des secteurs avec un potentiel de développement, ou en tout cas un besoin en chaleur renouvelable, est identifié. Et donc, c'est sur cette base qu'on a estimé ce qui pouvait être produit sur les zones d'accélération en géothermie. Juste rapidement pour conclure, voilà, sur le portail, on avait environ 120 000 hectares de zones géothermiques qui nous avaient été soumises au 2 mai. Avec plusieurs étapes de traitement qu'on a mis en place, on arrive à peu près à 100 000 hectares retenus, bon, sachant que ce n'est pas la surface qui est utilisée pour déterminer le potentiel énergétique de ces zones, mais ça donne un ordre de grandeur. Et voilà, et est-ce que j'ai une dernière diapo? Euh, Ça sera la suite avec Non, oui, il Aurélie. n'y a plus de diapo à la suite de la présentation. Merci beaucoup d'avoir présenté tout cela. Évidemment, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat. On va maintenant vous présenter une méthode qu'on a co-construite avec les acteurs régionaux de la géothermie de surface et en relation étroite avec l'ADEME et l'ADREAL pour bah, permettre facilement, en quelques étapes, de construire des zones d'accélération sur la géothermie de surface. Euh, alors, rapidement, je vais quand même revenir sur pourquoi on est intervenu dans ce cadre-là et vous présenter l'animation l'animation régionale de la filière géothermie de surface. Je vais passer très vite sur les usages de géothermie parce que Denise a fait un très bon préambule. Et puis, vous présenter rapidement les étapes de la méthodologie. Donc, l'animation régionale qui a été lancée il y a bientôt maintenant 3 ans par l'ADEME dans le cadre d'un AMI, d'un appel à manifestation d'intérêt. L'Agence régionale de l'énergie que je représente et Tenerdis, le pôle de compétitivité, on s'est positionné sur cette animation voilà, qui va durer 3 ans pour euh, le premier contrat que nous a confié l'ADEME. Et cette animation, elle vise à, à vraiment euh, faire concerter les acteurs régionaux de la géothermie de surface qui ont besoin aussi de mieux comprendre les enjeux pour développer la filière et puis d'échanger sur leurs besoins en termes de machines de forage, en termes de compétences, en termes voilà, de communication autour de la filière. On intervient aussi auprès des prescripteurs et des relais, que sont par exemple les animateurs contrats chaleur renouvelable qui instruisent les fonds chaleur sur les territoires, les bureaux d'études et les collectivités, type PCI, syndicat d'énergie. On a aussi une campagne de communication auprès des maîtres d'ouvrage, à travers notamment de participation au Salon des maires,
à divers événements qu'on organise. Et puis un volet innovation qui est plus piloté par le pôle de compétitivité Terratis sur des nouvelles applications. On note notamment, si ça vous intéresse, le sujet du couplage solaire thermique géothermie qui est de travailler en ce moment. Et puis, donc, on a constitué un site centre de ressources qui regroupe l'annuaire des acteurs régionaux, la cartographie des installations, tous nos webinaires qui sont en replay, les projets de géothermie qui sont détaillés pas à pas pour vous aider dans le montage de vos projets, une base documentaire et puis un accès aux formations, aux rencontres, aux visites pour s'inscrire aux différentes réunions qu'on organise. Euh, un petit, hmm, un petit exemple, c'est la cartographie collaborative des installations, qui est hébergée sur notre site centre de ressources, mais qui est opérée par la plateforme Terristory, et qui permet de recenser toutes les installations, notamment celles qui sont dans la base de données du BRGM, mais pas seulement. On en a aussi tout un tas d'autres qui sont recensées. Et puis, on essaye au fur et à mesure et selon la participation des acteurs, des collectivités, des territoires, de reconnecter pas mal de données qui sont manquantes dans cette base de données. On a historiquement souvent des données qui ne précisent pas soit la puissance, soit le typologie de bâtiments qui sont alimentés par ces installations. Et du coup, plus on aura d'informations, plus les gens qui consultent cette base pourront comparer éventuellement leurs installations avec des installations qui sont proches de chez eux. Voilà, du coup, la géothermie, juste pour vous rappeler qu'il y a des cartographies, non pas réglementaires celles-ci, mais qui précisent, en tout cas sur l'ex-région Rhône-Alpes et bientôt sur la géothermie sur sonde sur l'ensemble de la région, euh, le gisement, le potentiel, on voit il est disponible presque partout. Et c'est ce qui nous fait dire qu'il faut euh, essayer de promouvoir cette filière-là, avec évidemment, comme l'a rappelé tout à l'heure Denise, tout un tas de contraintes qui s'imposent à la géothermie et donc qu'il faut essayer de caractériser sur les territoires quand on va vouloir faire des zones d'accélération. Je ne reviens pas sur les différentes typologies de géothermie. Juste également, ce qu'on entend par géothermie, ça peut être également euh, des, des installations qui utilisent, comme ce qu'on voit à droite, des parkings qui sont éligibles au fonds chaleur d'ailleurs, hein, des parkings qui vont servir de capteurs pour cette ressource. On a aussi des installations qui sont installées sur des lacs, sur la mer, sur les rivières, sur les eaux usées et sur les géostructures. Tout ça pour vous rappeler que la ressource géothermale, elle n'est pas forcément que dans le sous-sol, et qu'il faut avoir ça en tête quand on va rédiger ces zones d'accélération parce que tout n'est pas forcément intégré dans ce qu'on appelle la géothermie de minime importance, ce qui a été développé tout à l'heure par Denise. Et donc, il faut avoir vraiment en tête toutes ces possibilités-là également. Je ne reviens pas sur les usages. On va rentrer directement dans la description de la méthodologie de cette réalisation de zones d'accélération d'énergie renouvelable. Alors, tout d'abord, un certain nombre de présupposés et de prérequis. Euh, Évidemment, la géothermie de surface, on l'installe que là où il y a des besoins d'énergie, que ce soit de chaleur ou de froid.
dans la mesure où, en tout cas sur la géothermie de surface, le transport de la température, de la basse température pour la chaleur et le froid est trop onéreuse actuellement pour que ce soit rentable dans des conditions économiques actuelles de la faire euh, transiter plus de quelques dizaines de mètres. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, M. Lebec nous a précisé effectivement qu'on pouvait se baser sur les besoins des bâtiments pour estimer là où il y a il y a un enjeu sur la géothermie. C'est assez corrélé, mais elle peut quand même s'envisager pour des captages sur des ouvrages. On a par exemple sur des tunnels des projets qui vont récupérer des eaux de tunnels qui peuvent être intéressantes en termes de calories à récupérer. Et donc, du coup, sur un réseau de chaleur, là, elle pourra être déplacée de plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres. C'est ce qui est actuellement à l'étude dans certains cas. Euh, la zone d'accélération n'est pas forcément corrélée au potentiel de géothermie du sous-sol. C'est ce que j'essaie de vous signifier là par les exemples que j'ai donnés. D'un point de vue administratif, comme on l'a vu tout à l'heure, la naissance de zone d'accélération peut, pour des projets qui sont hors GMI, alors j'ai pas utilisé le bon terme, nécessiter un comité de projet. Et ce comité de projet, quand on voit les décrets, bah voilà, implique les communes environnantes, la commune du projet, et ainsi de suite. Ce qui risque voilà, de recomplexifier un peu les autorisations qui seront de toute façon demandées à l'Adréal pour réaliser le projet. Et puis un prérequis important, hein, c'est que il est quand même nécessaire que la commune dispose de moyens de systèmes d'information géographique et de documents numérisés pour aller plus vite sur cette méthodologie, et notamment, ce qui n'est pas encore toujours le cas, avoir des documents de PLU et PLUI éventuellement numérisés. Sinon, effectivement, bah, ça va demander un temps beaucoup plus long. Donc la première étape, on reprend un peu ce qu'on avait dit, ce qu'on a pu voir avec l'outil en réseau du CEREMA. Nous, ce qu'on considère comme plus simple à réaliser, c'est de faire un fond de carte à partir des zones où il y a des bâtiments, où il va y avoir des bâtiments, parce qu'il y a aussi des zones qui vont être urbanisées, et celles-ci, elles sont aussi intégrées dans la cartographie euh, de là où il est possible d'envisager des projets de géothermie. Donc, de notre point de vue, on conserve donc toutes les zones U à U, A avec bâtiments agricoles ou N avec des activités à vocation touristique, par exemple, pour donner un fond de carte où il y a un besoin potentiel. Alors, ces données, elles sont en général disponibles sur le géoportail urbanisme si les plans d'urbanisme ont bien été numérisés. Et puis, je rappelle, il donne le lien pour l'outil en réseau qui permet d'aller récupérer aussi des fonds sur les zones où il y a des consommations d'énergie liées au bâtiment. Une fois qu'on a fait ce fond de carte, on va exclure toutes les zones GMI qui sont en rouge, étant donné que si elles sont impropres à la géothermie de minime importance, à plus forte raison, elles seraient euh, à exclure d'autres types de projets. Et donc, ce qu'on propose, c'est effectivement bah, d'exclure toutes les zones rouges, qui soient à la fois sur géothermie, sur nappe et sur sonde, puisqu'il y a les deux cartographies. Il faut les superposer et retirer tout ce qui est rouge. Et puis, par contre,
éventuellement, si vous connaissez des autres sources géothermie utilisables, je parlais des tunnels, des eaux usées, de la, des eaux de surface, ne pas hésiter à les réintégrer. Donc, les données liées aux zones réglementaires, elles sont disponibles sur le site géothermie.fr, qui est le site du BRGM et de l'ADEME. On va ensuite exclure toutes les autres zones réglementaires qui ne permettent pas la réalisation de forages géothermiques. Et il y en a un certain nombre. On peut penser notamment à des zones qui, d'un point de vue réglementaire, sont exclues dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a certains sages qui ont expressément indiqué que des zones n'étaient pas favorables à la géothermie, auquel cas il faut aller rechercher cette information et exclure ces zones du zonage. De la même façon, sur les plans de prévention des risques miniers, il y a voilà, pas mal de ces PPRM qui imposent, euh, la- empêchent finalement la création de forages. Ça peut être aussi des zones d'utilité, des servitudes d'utilité publique pour les réseaux, type réseau gaz, stockage de gaz, des tunnels, des lignes électriques souterraines, évidemment qu'il faudrait dans l'absolu retirer également si vous avez accès à ces différents cartographies. La plupart doivent être réintégrées dans les documents d'urbanisme et donc accessibles par ce biais. On a aussi la nécessité d'exclure les zones de protection, des périmètres de protection des captages en eau potable, ainsi que éventuellement, si vous avez des sources minérales déclarées d'intérêt public, éviter de mettre ces zones-là dans la cartographie, puisque de toute façon, ça va être impossible de réaliser des infrastructures de géothermie dans le sous-sol à cet endroit-là. Alors, la, la cartographie des périmètres de protection des captages, euh, ils sont soit dans les plans d'urbanisme, mais peuvent être aussi accessibles en faisant une demande auprès de l'Agence régionale de la santé sur leur site portail qui s'affiche ici. On a presque terminé. Je vais juste du coup laisser la parole à Estelle Delfos qui va vous présenter la méthodologie Enerchoix qui a cours pour euh, hiérarchiser, on va dire, l'emploi des énergies renouvelables thermiques et qui va nous imposer aussi d'intégrer d'autres éléments dans la cartographie selon la méthodologie qu'on propose. Donc Estelle, est-ce que tu... C'est bon, vous m'entendez? Oui, très Ouais. bien. Tu as les slides? Ok, génial. Oui, donc du coup, l'ADEME a souhaité présenter ENR Choix que certains d'entre vous connaissent déjà. Et l'objectif de ça, c'est aussi d'utiliser cet outil comme dans votre réflexion globale, en fait, pour l'utiliser comme un outil décisionnel pour votre stratégie énergétique. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et alors, on va un peu enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, elle se compose, cette méthode de NR choix, en trois phases. La première, voilà, la fameuse porte ouverte, c'est que finalement, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, quand vous pensez dans votre réflexion d'énergie, bah, vraiment pensez d'abord à comment on peut réduire les consommations énergétiques. Donc, il y a un volet effectivement sobriété énergétique. Ça peut être de la sobriété
individuelle, des consommateurs, mais aussi de la sobriété organisationnelle. Donc, il y a un travail à faire sur ce point-là. Et puis, la partie efficacité énergétique de vos bâtiments. Quand on pense énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, c'est encore plus important parce qu'on le sait, que les investissements pour de l'énergie renouvelable, elles sont très importantes. Donc, d'abord travailler sur la diminution de ces consommations. On va, dans ce cas-là, optimiser les investissements et puis optimiser aussi le fonctionnement, des installations. C'est un point important au niveau financier, donc on l'a vu sur les investissements. Au niveau du fonds chaleur pour les investissements qui fera appel au fonds chaleur, parce que pour l'instant, l'efficacité n'est pas un facteur discriminant, mais pourrait le devenir dans les années prochaines. Donc, à aussi avoir ça en tête. Et le dernier point, c'est que c'est encore plus important quand on pense géothermie. Parce que si vous travaillez sur votre bâtiment, c'est le moment de réfléchir aussi aux émetteurs, à avoir des émetteurs qui soient compatibles avec la avec la technologie de géothermie et de travailler sur ces niveaux de température. Parce qu'il y a aussi des contraintes techniques pour la géothermie, au-delà des règles réglementaires et de ressources. Donc voilà, ça c'est le premier point à prendre en compte. Ensuite, d'un point de vue aussi méthodo, on va regarder la mutualisation. C'est-à-dire, est-ce que finalement, dans mon travail, quand j'étudie mes zones d'accélération, est-ce que j'ai un réseau de chaleur existant? Est-ce que mes besoins, mes moyens de production, de distribution peuvent être mutualisés? Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, on vous incite fortement, collectivités ou les acteurs qui accompagnent les collectivités, à réfléchir sur un schéma directeur des réseaux de chaleur qui vous aide aussi à avoir cette vision globale. Et donc, s'il n'y a aucune possibilité de mutualisation, on va alors réfléchir à, à des productions dédiées, donc des productions en pied d'immeuble. Et là encore, on peut penser hiérarchisation, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder les énergies qui seraient déjà existantes sur place. Donc, est-ce qu'à côté, il y a une entreprise, on peut récupérer de la chaleur fatale? Est-ce qu'il y a des eaux usées? Donc, là, Nicolas en a parlé, on peut récupérer il y a ce qui est compté dans la chaleur, dans la géothermie, il peut y avoir des eaux usées, il y a des technologies comme ça. Les data centers, est-ce qu'il y a une usine d'incinération pas loin? Et si tout ça, c'est négatif, on va aller vers les énergies renouvelables qu'on entend, donc la géothermie, le solaire thermique et la biomasse. Donc voilà, on, on pensait que c'était important de rappeler ces trois points sans passer trop de temps. Et surtout, quand vous réfléchissez à vos zones d'accélération, l'idée, c'est aussi de réfléchir en globalité et en transversalité. Ne pas réfléchir que au réseau de chaleur ou que géothermie. On a l'exemple d'une ville qui avait un réseau de chaleur, qui a travaillé longtemps sur une zone d'extension de ce réseau de chaleur, et donc elle l'a étendu vers l'est. Et on s'est rendu compte après coup que toute la zone ouest, en fait, était en zone rouge GMI. Donc peut-être que dans une réflexion globale, si on avait croisé les différentes contraintes, il aurait été plus pertinent d'étendre ce réseau de chaleur vers l'ouest et puis travailler sur la géothermie vers l'est. Donc voilà, c'est au moment où vous allez réfléchir à vos zones d'accélération, c'est vraiment avoir cette vision et cette démarche globale et en transversalité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ENR Choix, mais avoir aussi ça, cet outil en tête dans votre réflexion globale de stratégie énergétique. Voilà pour la partie énergie choix. Si tu veux reprendre la main, Nicolas. Très bien, bah, merci. Du coup, ça nous permet d'introduire la cinquième et dernière étape de constitution de cette zone d'accélération pour la géothermie de surface. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est voilà, d'éviter d'intégrer dans ce zonage toutes les zones où il y a un réseau de chaleur, sauf si vous avez une idée très précise de la capacité de la connexion des bâtiments au réseau de chaleur et que ça s'avère impossible. A priori, on vous propose donc d'exclure ces périmètres de réseau de chaleur et de schéma directeur réseau de chaleur qui vous planifie le développement à venir du réseau du zonage de la géothermie de surface. Euh, alors, les tracés des réseaux de chaleur, on les retrouve soit sur le site Terristory,
soit sur le site du CEREMA, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de l'outil en réseau. Et voilà, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, nous on considère qu'on a obtenu une zone d'accélération qui prend en compte tous les enjeux, toutes les impossibilités avérées de constitution d'un projet de géothermie de surface. Il vous reste donc à suivre les étapes qui ont été tout à l'heure et, précisées par Monsieur Lebec pour rendre cette zone officielle. Et donc, on a jusqu'à la fin du mois d'octobre, si j'ai bien compris, et s'il n'y a pas de délai supplémentaire qui se greffe dessus, euh, pour faire ce travail. Euh, avec juste un rappel, c'est que sur notre site de centre de ressources, vous pourrez récupérer de façon exhaustive la méthodologie qu'on vous présente aujourd'hui. Monsieur Lebec, vous vouliez préciser quelque chose? Oui, oui, c'était pour confirmer. Effectivement, c'est bien a priori jusqu'à la fin du mois d'octobre que la deuxième vague de soumission des zones est possible. Et petite chose que j'ai pas précisé, les zones d'accélération ont pour objectif d'être révisées à chaque révision des programmations énergétiques nationales. Donc, voilà, au fur et à mesure aussi des évolutions des ambitions énergétiques, il sera possible de compléter ou réviser les zones d'accélération pour une commune. Donc, ce n'est pas un dispositif qui est figé pour le moment. Très bien. Sans plus attendre, je laisse la main à mon collègue Léo Gallon qui va du coup vous faire une petite démonstration. Ça va aller très vite puisqu'il reste une dizaine de minutes avant qu'on passe aux questions-réponses. Euh, vous avez donc Léo, tu nous as Oh, fait un petit préparé clarifiage. une présentation de cette méthodologie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y prends? Oui, alors, bonjour à tous déjà. Donc, là, l'idée, c'est on va regarder un petit exemple sur une commune de Haute-Savoie, la commune de Martigny. L'idée, d'un point de vue technique, en fait, pour venir dessiner sa zone d'accélération, donc il y a deux possibilités. La première, ça va être d'aller dessiner directement la zone sur la plateforme IGN. Donc là-dessus, vous allez retrouver tous les tutoriels dont on vous parlait un petit peu plus tôt dans ce webinaire. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette méthode-là parce que c'est pas celle-là qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui. Euh, le seul le seul commentaire que je ferai sur cette méthode-là aujourd'hui, c'est qu'elle est quand même plus simple et plus accessible dans la mesure où elle ne demande pas d'utiliser de logiciel tiers de SIG. La principale limitation, c'est que, enfin, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, on était quand même relativement limité. Enfin, on était limité au niveau des couches d'informations disponibles à celles qui étaient déjà implémentées dans la plateforme. Et c'était assez technique et assez compliqué de venir rajouter des informations supplémentaires qu'on ne pouvait pas forcément trouver dessus. L'autre possibilité, donc, ça va être de passer par un logiciel de SIG donc de venir dessiner en fait vos zones d'accélération sur ce logiciel et ensuite de les importer sur la plateforme IGN. Donc voilà, là l'idée c'est que du coup, d'un point de vue des couches informatives que vous comptez utiliser au moment du tracé, ben, vous êtes a priori moins limité puisque vous pouvez utiliser littéralement toutes les couches que vous pouvez importer sur votre logiciel. Et vous avez aussi un accès à des outils plus fins, notamment si à un certain moment vous vous retrouvez à devoir fusionner des zones, pour les redécouper, ce sera plus pratique avec un logiciel de SIG si vous le maîtrisez déjà. Et c'est donc cette option-là dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Euh, Là, tout de suite, si tu peux passer à la diapo suivante. L'idée, là, aujourd'hui, c'est qu'ensuite, je vous ferai une démonstration vraiment très rapide sur le logiciel QGIS. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous présenter un petit peu les différentes étapes à suivre si vous voulez utiliser ce type de logiciel pour dessiner votre zone d'accélération. La première étape, ça va être de récupérer toutes les couches informatives qui sont nécessaires à la définition des zones. Donc, que ce soit vos PLU, PLI, les couches de GMI, les sages, etc., etc. Vous allez aussi devoir récupérer la géométrie de votre commune. Donc là, je vous ai mis un lien dans
dans le PowerPoint que vous pourrez récupérer, mais vous pouvez aussi la récupérer via d'autres outils. Ça, normalement, c'est quelque chose qui se trouve assez facilement. L'idée ensuite, c'est que couche par couche, vous allez devoir récupérer les zones où il y a des contraintes, les zones où vous ne pouvez pas définir de zone d'accélération en fonction des différentes choses qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être de récupérer ces différentes couches contraintes, ces différentes zones contraintes, et de les agréger au sein d'une seule et même couche afin de vous retrouver avec avec un seul objet géométrique qui réunira l'entièreté des zones où vous ne pouvez pas définir de zone d'accélération. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de soustraire cette agrégation à la géométrie communale euh, pour ne pouvoir garder plus que les zones d'accélération potentielles et ensuite les retravailler avant de pouvoir les importer. Ce que je vous propose pour que ce soit un petit peu plus clair, c'est qu'on passe directement à la démonstration. Alors, je ne vais pas faire toutes les étapes. Notamment au niveau de toutes les contraintes, je vais vous montrer juste les principales et histoire que qu'on puisse aller au bout de la démonstration. Donc là, ce que j'ai fait, donc là, je suis sur QGIS, euh, voilà, logiciel de TIG libre et complètement accessible. J'ai déjà importé toutes les données qui nous intéressaient. Et donc, je suis déjà sur la commune de Marigny que vous voyez là. Donc, j'ai la géographie, la géométrie communale qu'on va retrouver ici, que j'ai mis de côté. J'ai les différentes couches du PLU qui sont ici, là, donc, ici en haut. On parcourra un peu après rapidement pour vous montrer ce que j'ai sélectionné à l'intérieur. J'ai récupéré également les zones réglementaires GMI, voilà, qu'on voit apparaître ici, et deux, trois autres informations, notamment sur les besoins en chaud, en froid et en ECS qui sont disponibles sur un réseau, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, mais ça fait partie des autres informations dont vous pouvez avoir besoin ensuite pour retravailler vos zones. Donc, ce que je vous disais, c'est l'idée. Donc, première étape, importer toutes les couches informatives nécessaires. Là, c'est déjà fait. Récupérer votre géométrie communale, ici, c'est déjà fait aussi. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de venir récupérer euh, les différentes zones contraintes pour pouvoir ensuite toutes les rassembler. Alors, pour ça, la première chose à faire, ça va être de récupérer, de créer une couche, de se créer une couche de données pour pouvoir venir stocker tout ce qui nous intéresse. Voilà, ici, c'est ce que je fais. Donc voilà, là j'ai créé une couche temporaire. Donc la première chose à faire, ça va être de venir vérifier est-ce que sur notre géométrie communale, on a euh, des zones de GMI qui sont en rouge. Alors il se trouve que là, sur la commune que j'ai choisie, il n'y en a pas. S'il y en avait eu, il aurait fallu que vous veniez détourer en fait les petits carrés rouges, comme là, ici vous en avez un, donc directement avec les outils de dessin pour venir les inscrire en fait sur cette couche-là. Ici, il n'y a pas besoin de le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, dans l'idée, vous auriez pu venir détourer votre petit carré, le prendre et le copier sur votre couche temporaire. Donc là, pour cette couche-là des amis, là, on n'en a pas besoin puisque quasiment toute la commune est en vert et qu'on a uniquement quelques-unes en orange. Euh, Ensuite, l'étape suivante, ça va être de commencer à regarder ce qu'il y a dans le PLU. Alors, ici, j'ai de la chance au niveau du PLU. On a quand même pas mal de détails. Par exemple, si on commence uniquement pour la partie des différents secteurs, donc secteurs agricoles, naturels et urbains. Donc dans les règles qu'on nous a présentées tout à l'heure, l'idée c'est de garder, enfin, de laisser à disposition en zones qui peuvent accueillir des zones d'accélération, tout ce qui va être secteur urbain, les secteurs agricoles qui peuvent accueillir des bâtiments et éventuellement les secteurs naturels touristiques. Donc là, c'est ce que j'ai fait, vu que je vous ai expliqué, la logique c'est de garder pour l'instant uniquement les zones où on ne peut pas définir des zones d'accélération. Ici, vous voyez cocher uniquement les secteurs agricoles qui n'accueillent pas d'habitation ou de bâtiments et les secteurs naturels qui ne sont pas référencés en secteur touristique, en tout cas pour ce PLU-là. Sur cette couche-là, donc, là, ici, on va représenter l'intégralité des zones qui sont a priori non disponibles pour être définies en tant que zones d'accélération. L'idée, ça va être de venir les sélectionner toutes, les copier et venir les ajouter
sur cette nouvelle couche, sur cette couche temporaire, voilà, comme ceci, histoire de les garder en mémoire. Donc là, on vient de les importer. Par-dessus ça, par exemple, on va pouvoir venir ajouter, il me semble qu'elles sont ici, les différentes zones de captage de l'eau. Et donc là, à nouveau, même étape, sur cette couche-ci, on va venir sélectionner nos captages, les copier et les coller sur notre couche temporaire. Là, vous voyez, elles viennent de se rajouter. Et petit à petit, comme ça, en fait, on va venir dessiner l'intégralité des zones où, en fait, on ne pourra pas définir les zones d'accélération. Donc, je pourrais continuer comme ça avec les différentes étapes, les différentes couches où on a des interdictions. Étant donné qu'on est un peu limité en termes de temps, je vais m'arrêter là sur ces différentes étapes. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez cumulé comme ça l'entièreté des zones où vous ne pouvez pas faire les zones d'accélération, ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle une agrégation. Donc, vous allez venir sélectionner comme ça toutes les zones. Et alors, bon, dans QGIS, ça va se passer à ce niveau-là. Vous allez chercher une fonction qui s'appelle agrégation, tout simplement. De la géométrie vectorielle, vous double-cliquez là-dessus. Vous vérifiez bien que, bon, voilà, là, que vous avez bien sélectionné la bonne couche, que voilà, vous ne sélectionnez que les entités que vous avez déjà sélectionnées, et vous venez ici exécuter l'étape. Alors, oui, j'ai oublié une dernière petite chose. On va trouver ici. Voilà, vous demandez au logiciel explicitement d'ignorer les géométries avec les entités invalides, parce que ça peut arriver parfois, ça peut poser problème quand les géométries sont mal définies, il va avoir du mal à faire l'agrégation. Là, pour simplifier un petit peu les étapes, on va se contenter de les ignorer. Vous exécutez la fonction, vous fermez cette fenêtre et vous avez accès à une nouvelle couche où cette fois, vous n'avez plus qu'une seule géométrie qui contient l'intégralité des zones que vous voulez exclure des zones d'accélération. Une fois que vous avez fait ça, donc là, vous avez l'inverse de ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche à récupérer, c'est uniquement les zones où on peut définir des zones d'accélération. Et donc, pour ça, c'est là que vous avez besoin de votre géométrie communale. En ce qui me concerne, je se trouve ici. Et donc là, l'idée, ça va être de faire une différence entre la géométrie communale et les zones que vous voulez exclure. Alors, ça va être cette fonction-là, donc oui, ça va être la différence symétrique en couche source, donc votre géométrie communale, donc celle à partir de laquelle vous voulez faire la soustraction, et en couche à soustraire, donc oui, ça va être la couche agrégée dans laquelle j'ai l'entièreté de la zone fusionnée des zones où je ne peux pas faire de fusion. Vous réalisez à nouveau les calculs, vous laissez le logiciel terminer les différentes étapes. Donc voilà, cette étape qui prend un petit peu de temps. Voilà, là il a fini. Et donc, alors, oui, voilà, c'est là qu'on a un petit problème entre guillemets. Euh, alors, ça peut vous- un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. J'avais fait quand même une sauvegarde de ce que c'est censé donner. Donc voilà, là vous aviez la zone agrégée, donc en jaune, et en vert uniquement les zones d'accélération potentielles. Donc là, celle-là que vous voulez garder. Potentiellement, vous avez des petites corrections à faire. Vous pouvez venir enlever certains points, éventuellement ceux qui vous intéressent pas, les endroits où vous ne pouvez pas le garder. Donc une fois que vous êtes arrivé là, c'est là que vous pouvez faire votre export, que ensuite vous devrez importer sur la plateforme IGN. Donc l'export, ça va se passer ici. Et voilà, je profite pour vous montrer tout ça. L'idée étant que l'important, c'est de bien faire l'export au bon format, puisque la plateforme IGN euh, ne récupère que du GeoJSON. Donc voilà, vous ne pouvez pas passer par d'autres types de formats géographiques. Eh ben, merci Léo pour cette démonstration. Je vous laisse réagir, éventuellement lever la main pour poser des questions. Dans l'intervalle, je vous précise que notre prochain webinaire il va porter sur la valorisation de la chaleur fatale, ce qui va permettre aussi d'agréger d'autres données
sur vos zones d'accélération à l'avenir, hein, puisque on va vous présenter les travaux d'identification du gisement de chaleur fatale qu'on a pu conduire en Nouvelle-Rhône-Alpes. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Je vois pas forcément. Sur mon interface, je vois tout le monde pourtant. Euh, Peut-être des compléments de la part des intervenants, s'il y en a qui veulent réagir ou donner d'autres informations. Sinon, je vous propose de conclure ce webinaire. Voilà, vous pouvez retrouver donc cette méthodologie sur notre site ainsi que je ne sais pas si c'est sur le site de l'Adréal. Finalement, Denise, vous avez pu le publier. Euh, Ce sera mis en ligne également sur la Ouais, page on pourra. ressources Mm. du site de l'Adréal. Mm. Et donc, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, le 27 septembre, même heure, même endroit. Et puis, je remercie évidemment tous les intervenants qui sont venus ce matin pour vous présenter le contenu de ce webinaire. Et je vous remercie. Je vous prie de passer une bonne fin de journée, de semaine et un bon week-end. Au revoir à tous. Merci, au Merci, revoir. au revoir.